Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Ce qu'il nous manque, c'est la force d'âme pour dissuader le régime de Moscou d'essayer de tenter sa chance plus loin. Premier objectif que j'ai donné aux armées, c'est de se tenir prêtes à un choc. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Je suis William Wallace. La Russie est devenue une menace pour la France et pour l'Europe. À l'aube, regardez à l'Est. La menace revient à l'Est. Réunis en défiance de la tyrannie. Alors face à ce monde de danger, rester spectateur serait une folie. C'est un homme libre que vous êtes venu vous battre. Moi, je veux bien vous aider, mais si vous voulez pas, tant pis, je vais pas me battre. Il faut se battre. Arrêtez de crier, monsieur, je vous assure, c'est pénible. Alors nous ferons face, ensemble. On perdra. Eh bien ça aussi, on le fera ensemble. Vive la République, vive la France. Nous sommes en guerre. Qui veut faire peur aux Français? La guerre serait donc inéluctable et si la France ne se résout pas à sacrifier un jour ses enfants, elle subira les affres de la défaite. Les propos de Fabien Mandon, à peu près cela, chef d'état-major des armées, ont provoqué un immense malaise et voilà, certaines interrogations. Est-ce que ces propos étaient téléguidés? Est-ce qu'il les a prononcés de lui-même? Enfin, tout ça est très étonnant. Nous tenterons de les évaluer avec le général Emmanuel de Richouft, ancien officier de la Légion et ancien aide de camp du Premier ministre Pierre Mauroy en 1981, spécialiste des géostratégies. Je pense qu'il rétablira, à mon avis, la réalité à laquelle nous sommes confrontés. L'intelligence artificielle peut-elle se substituer au suffrage universel, comme l'insinue Emmanuel Macron? Décidément, le président de la République a décidé de nous faire peur ces temps-ci. Voilà, nous évaluerons le risque de ce terrible bouleversement démocratique avec l'excellent politologue Arnaud Benedetti qui viendra sur cette antenne nous dire ce qu'il en pense. Y a-t-il une civilisation française? Vaste programme. Peut-elle disparaître? Et si elle doit disparaître, comment la sauver? Réponse pertinente à 13h avec Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale, mais vous verrez, mais pas que, peut-être un petit peu politologue et philosophe. On s'étonnera de l'autorisation de sortie de prison pour un narcotrafiquant d'une prison du Nord. Bon, monsieur Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, en est étonné et le garde des Sceaux également. Maud Koffler saluera le courage d'un commerçant de Caen qui a affiché le visage de ses cambrioleurs. Il y en a même un qui a envoyé une lettre d'excuse. C'est un trésor, voilà. Un directeur d'école menacé de mort à Rennes par une famille parce que il s'occupe de ses enfants, dont une petite fille. Enfin, il fait son boulot. Donc, manifestation de soutien massive à cet enseignant à Rennes. Et puis, nous verrons aussi qu'il y a une liste de personnalités juives dénoncées par un professeur d'histoire à l'université de Lyon 2, des noms célèbres. Ils sont accusés d'être des génocidaires et qu'il faut les boycotter. Voilà. Eh ben écoutez, voilà le menu du jour. Bon appétit, restez avec nous surtout et appelez-nous au 0826 300 300 pour donner vos opinions qui à mon avis sont pertinentes aujourd'hui. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Alors on a écouté les propos de Boualem Sansal hier sur France 2 devant Laurent Delahousse ce matin sur France Inter. Quelle grandeur d'âme, j'allais dire quelle humanité. Quelle sensibilité, quel courage. Il prend du recul, il raconte sa captivité, ses angoisses, ses craintes. La prison, c'est pas drôle, qu'il a été soigné. Donc il parle doctement et François-Olivier Gisbert disait hier sur une autre émission, c'est un saint. Alors bon, je ne sais pas si c'est un saint, mais en tout cas il nous a révélé qu'il y avait une immense, il présenter une immense dignité dans l'épreuve qu'il a subie. Et pourtant, à un moment donné... Vous considérez pas qu'il a été un obstacle à l'époque où il était ministre de l'Intérieur à votre libération? Je pense oui, d'une certaine manière, oui. Je pense d'une certaine manière, oui, parce que il offrait à l'Algérie l'occasion de rebondir sur « Regardez, c'est notre ennemi, il nous déteste, etc. » Oui, mais avec ou sans Bruno Retailleau, ils auraient réagi de la même manière avec n'importe qui. Voilà, Boualem Sansal parle de Bruno Retailleau qui effectivement, pendant sa captivité, a géré un moment de tension très violent, je dis, avec l'Algérie, sur les OQTF, sur les ressortissants algériens qui ne doivent pas rester en France, sur la reconsidération, la renégociation du
traité de décembre 1968, le ministre de l'Intérieur n'a fait que son devoir de ministre républicain pour assurer, j'allais dire, les intérêts de la France et dire au gouvernement algérien qu'il y a des situations qui étaient intenables. Et c'est curieux que Boualem Sansal, entre guillemets, le tacle, même s'il dit ensuite qu'ils sont amis, il y a pas de mauvaise intention de sa part, mais voilà, beaucoup d'observateurs ont été étonnés par cette sortie, qui a semé quand même un malaise, parce que Bruno Retailleau, c'est peut-être lui aussi qui est la voix de la France qu'il faut entendre aujourd'hui. Et peut-être que c'est la fermeté de Bruno Retailleau qui indique qu'un jour, peut-être, les gouvernements français feront preuve de fermeté, de courage et de dignité envers le gouvernement algérien qui ne remplit pas ses responsabilités. C'est peut-être ça aussi qui a participé au fait que les Algériens se sont dit, suite à la demande du président de la République fédérale d'Allemagne, rappelons bien que c'est Berlin qui a obtenu la libération de Boualem Sansal, c'est peut-être aussi la fermeté du gouvernement français à travers la voix de Bruno Retailleau qui a incité le gouvernement algérien à reconsidérer sa position. Donc ce n'est pas en courbant les chines que l'on inspire le respect, c'est en restant ferme et droit avec des propos dignes, responsables, républicains, et je crois que Bruno Retailleau n'a pas démérité et au contraire on espère que le gouvernement français, les gouvernements qui suivront feront face à l'Algérie preuve d'une sens des responsabilités, de dignité républicaine comme ce pays l'exige et comme la situation exige, parce que ce que l'on recherche c'est de la justice et de l'équité. Ce sont des bonnes relations entre les deux peuples, entre les deux nations, mais pas en s'inclinant devant les dictats et devant les menaces. Doit-on s'apprêter à faire la guerre? C'est en tout cas ce que sous-entend le chef d'état-major des armées. On en parle dans un instant. N'hésitez pas à nous donner votre avis au 0826 300 300. On est sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 14h. À tout de suite. A accepté de perdre ses enfants. Ces mots que vous venez d'entendre vous ont peut-être choqué, inquiété. Ce sont ceux du chef d'état-major des armées, le général Mandon, qui tient depuis plusieurs semaines un discours, disons, alarmiste sur les tensions russo-européennes. Pour lui, un conflit pourrait éclater d'ici 2030. Alors faut-il vraiment s'y préparer? On en parle avec le général Emmanuel de Richoux, vice-président de Place d'Armes. Bonjour général. Bonjour. Bonjour mon général. Bonjour. Je rappelle que vous avez été l'aide de camp de Pierre Mauroy quand il était Premier ministre en 1980 de François Mitterrand, que vous êtes un militaire de carrière, que vous êtes allé au feu. Vous faites partie de ceux qui ont sauté sur Colvézi à l'époque en 78 quand le président Giscard d'Estaing a décidé d'intervenir dans cette partie du Congo, et que de ce fait vous êtes un expert en questions géostratégiques, que vous n'avez pas votre langue dans votre poche, et même si vous êtes loyal aux institutions de la République, lorsqu'il faut ouvrir sa gueule, la grande muette n'est pas si muette que ça avec vous, et on vous en félicite, on vous en remercie en tout cas d'être là aujourd'hui. Donc on a le général Fabien Mandon, général de l'armée de l'air. Il est impeccable sur lui, c'est un homme qui parle sobrement, Et étonnamment, il prend tout d'un coup ce que je n'ai jamais entendu. Moi, j'ai grandi à l'époque, le souvenir, c'était un ami de mon papa, du général Fourquet, chef d'état-major des armées nommé par le général de Gaulle. On en les a connus ensuite plein d'autres, jusqu'à Pierre de Villiers. Est-ce bien un chef d'état-major des armées, c'est-à-dire un soldat aux ordres du pouvoir politique du gouvernement, de faire des analyses ou faire des suggestions politiques de ce genre, déjà sur le fond? Alors, si vous voulez, je vais revenir un petit peu, prendre un peu l'histoire. Je vais revenir en arrière sur ce que vous avez dit à l'instant me concernant, puisque j'ai été l'aide de camp de Pierre Mauroy, et je voulais faire un petit aparté concernant les hommes politiques de l'époque. Nous avions des hommes politiques qui avaient tous connu peu ou prou la deuxième conflit mondial, qui avaient servi, qui avaient dans différentes unités, ou qui avaient participé, j'allais dire, à la relève de la France à l'époque, et qui avaient une conception de leur rôle en tant que ministre ou responsable politique, qui avait une responsabilité très forte que j'ai vécue de la France. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que on avait à l'époque une forte, sensibilité sur l'histoire. Nous savions tous les enfants des écoles avaient une claire conscience de ce qu'était la France, les conflits mondiaux, etc. Et donc aujourd'hui je souris je souris tristement parce que je me rends compte que les hommes politiques que nous avons sont des jeunes gens, des jeunes femmes qui n'ont guère conscience de ce que fut la France à l'époque,
qui n'ont guère conscience de l'histoire. Et à ce sujet, je suis toujours un peu abasourdi lorsque j'entends que la Russie est à nos portes, c'est-à-dire à 2500 km, que demain l'ours russe va se réveiller pour nous infliger peut-être une guerre que nous ne voudrions pas. Je voudrais simplement remarquer à tous ceux qui prônent, j'allais dire, un ennemi à nos portes, que cet ennemi, qui n'en est pas un, parce que si nous étudions l'histoire, il y a 1000 ans d'histoire avec la Russie, et à part quelques soubresauts, nous avons été ennemis, il n'en demeure pas moins que la Russie a perdu quand même 27 millions de Russes pendant le dernier conflit mondial, entre 41 et 45, et à mon sens, ce pays ne va pas demain faire la guerre. Mon général, si je peux me permettre, vous me corrigerez si je me trompe, le dernier sang français versés par des armes et par des soldats russes, c'est bien ceux de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme envoyé par le régime de Vichy, Laval et Pétain à Stalingrad, qui se battaient, eux, à côté des nazis. Et voilà, ceux-là, effectivement, ont peut-être été tués par des soldats russes. Mais depuis, je n'ai pas souvenance que des soldats russes aient fait couler du sang français. Alors, vous avez raison, je vais mettre en parallèle l'escadrille Normandie-Yémen, qui avait été voulue par le général de Gaulle et qui a servi aux côtés des Russes pendant tout le conflit mondial. Qui ont payé un lourd tribut. Donc je voulais dire par ça ne donne pas des problèmes qu'il y a aujourd'hui, et on n'est pas en train de glorifier le régime de Vladimir Poutine. Je voulais dire que quand vous avez 27 millions de morts, un pays à 27 millions de morts pendant 4 ans, ce pays, je doute qu'il soit vraiment le couteau entre les dents pour faire quoi que ce soit vis-à-vis de la France. Voilà. On a l'impression qu'ils ont déjà du mal au niveau ukrainien sur le terrain. Je vois, comme on a dit. Voilà. Alors de là à dire, préparons-nous. Il faudra peut-être envisager l'idée que nos enfants puissent mourir contre une invasion ou une agression des Russes. Ça repose sur des éléments, j'allais dire, politiques, géostratégiques ou scientifiques fiables. Moi, je pense que c'est quelque chose que je n'aurais jamais dit si j'avais été en situation. C'est à lui à le dire d'ailleurs. Est-ce que déjà, j'allais dire politiquement, c'est à lui à le dire. Ah non. Je pense que c'est c'est le chef des armées, c'est-à-dire le président de la République, à prendre solennellement un micro et dire à la France entière, voilà ce que j'attends de vous. Surtout que c'est une pure supposition. Voilà, pure supposition. Je dirais simplement que je pense que dire à tous les représentants des communes, on compte sur vous pour redonner foi en l'avenir. Je trouve que c'est pas du tout le rôle de nos élus, ça serait plutôt le rôle de l'éducation nationale. Oui. Alors pourquoi ne pas? Alors que l'éducation nationale... il a raison. Remettre un peu de patriotisme dans l'éducation nationale, ça c'est très bienvenu. Sauf que le patriotisme, comme vous le savez très bien, depuis 40 ans, on a perdu. On n'étudie plus l'histoire, on a la repentance à tout bout de champ pour tout, on ringardise les armées, on a, comment dirais-je, j'observe simplement que lorsqu'on a des commémorations comme le 11 novembre dernièrement, où sont les enfants? Il n'y a pas les enfants des écoles. On me dit ils sont en vacances. Madame, je suis désolé, mais si on veut redonner du sens à la patrie eh bien il faut véritablement que l'on puise dans les jeunes consciences, qu'on leur dise voilà, soyez fiers de vos anciens. Et il a même été question à un moment donné de supprimer le mai 45. Alors quand même la victoire contre le nazisme et contre les Allemands. Alors si vous voulez, je me dis on est complètement comment dirais-je, on est sur une autre planète. Alors pourquoi on fait ça? Alors mon général, qu'est-ce qui justifie qu'il intervienne lui, qu'il le dise de cette façon avec ces mots? Est-ce que c'est de sa propre initiative, ce qui serait gigantesque, ou alors est-ce qu'il est en télécommandé? Je pense que le chef d'état-major des armées, quelle que soit sa posture, quelles que soient ses relations avec le chef d'État, n'agit pas tout seul, bien évidemment. Donc il a agi, s'il a parlé comme ça, il a agi sous contrôle ou sous contrôle de son chef, du chef des armées. Voilà. Mais le général Burkhardt avait déjà fait une déclaration de ce type avant de partir. Bien évidemment. Ancien chef d'état-major des armées. Si vous voulez, ça fait beaucoup en quelques mois. Je voulais dire simplement que il faut pas. Enfin, c'est d'un point de vue politique, je pense que c'est donner, dire aux Français, soyez, ressaisissez-vous. Le danger est à l'extérieur. Tout ça, on occulte le reste. C'est-à-dire qu'on occulte les problèmes français, la désertification industrielle, le problème des hôpitaux, notre si on fait l'inventaire de toutes les etc. Donc, si vous voulez, on se focalise sur l'extérieur. Mon général, est-ce qu'on peut
de repenser une forme de service national, en tout cas de mobilisation pour une défense nationale au cas où. Voilà. Alors, j'étais autant il y a 35 ans, j'ai écrit un ouvrage et j'étais véritablement favorable à l'armée de métier parce qu'à l'époque on en avait besoin. Parce que rappelez-vous, c'était l'affaire de l'Irak, etc., etc. On se rendait compte que les appelés ne pouvaient pas y aller, donc on avait besoin d'une armée de métier. Mais parallèlement à ça, j'avais dit il faut un service intégration. J'avais peut-être eu le mauvais terme. Et je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe dans nos quartiers, compte tenu de ce qui se passe avec une population de jeunes qui méprisent le pays, il faut se ressaisir. Et vis-à-vis de tous ces Français, tous ces jeunes Français, il faut avoir un service militaire, j'allais dire un service national obligatoire pour tous les jeunes. Alors ça va être long à mettre en œuvre, mais quand j'entends dire on va faire un service militaire uniquement pour les volontaires, à ce moment-là, on rate totalement ce que l'on souhaite. C'est-à-dire donner un sens à l'action, se donner un sens à la vie. Alors, moi, je pense, vous voyez, que je vois ça, parce que j'ai étudié ça, j'ai regardé ça de près. Je crois qu'il faudrait un creuset où l'ensemble des Françaises et des Français en âge d'être en service militaire entre 18 et 20 ans, par exemple, ils fassent 3 mois, vous voyez, un service dans lequel on ne porte pas d'armes. L'idée, c'est véritablement d'avoir un cursus rustique, dur, difficile, sportif, dans lesquels les gens seraient en uniforme et dans lesquels ces gens-là se retrouveraient, j'allais dire, le vivre ensemble, comme l'on dit. Mon général. Et à partir de là, on aurait des filières pour la réserve ou pour le service militaire actif. Mon général, en quelques mots, est-ce que le général Pierre de Villiers a eu raison de démissionner quand il s'est senti désavoué par le président de la République sur les enjeux militaires? Ah oui, bien sûr, puisque tout le monde a approuvé d'ailleurs. Je veux dire que tous les militaires d'actifs, comme les militaires qui étaient en deuxième section, comme je l'étais, nous avons applaudi des deux mains parce que nous avions un chef qui refusait, je veux dire, refusait que l'on sacrifie encore la défense, quoi. Et je pense que tous ces hommes politiques qui depuis 40 ans disent nous sommes en paix et on réduit de façon drastique les financements de nos armées, aujourd'hui évidemment nous sommes à l'os et voilà, donc on se pose la question, mais à qui la faute? Donc tout le monde est dans la même barque, hein. Mes respects, mon général, merci d'être venu sur Sud Radio pour nous apprendre ce témoignage éloquent. Je ne doute pas que nous aurons besoin de vos lumières, peut-être dans l'avenir. Merci à vous. L'intelligence artificielle va-t-elle bientôt voter à notre place? On en parle dans un instant avec Arnaud Benedetti. Restez bien avec nous et n'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Un professeur de l'université Lyon 2 a provoqué l'émoi en listant des noms, mais pas n'importe lesquels, Perico. Oui, c'est à l'université de Lyon 2, un professeur d'histoire médiévale se met à lister des noms de personnalités françaises. Bernard-Henri Lévy, Jonathan Arfi, qui est le président du CRIF, l'acteur Michel Boujna, le philosophe Raphaël Enthoven, et bien d'autres, en les jetant en pâture, j'allais dire, comme des génocidaires à boycotter. Il utilise l'expression génocidaire à boycotter, c'est-à-dire qu'il les accuse d'être complices du génocide des Palestiniens à Gaza par l'armée israélienne. On sait le débat suscité par l'intervention de Tsahal après le massacre du 7 octobre. La polémique court encore plus que la polémique. La déchirure, l'émoi légitime effectivement de cette tragédie qui va dans les deux sens. Il y a des victimes israéliennes et il y a eu des victimes palestiniennes. Mais de là à ce qu'un professeur d'université à Lyon 2, professeur d'histoire médiévale, en plus c'est quelqu'un qui est instruit, qui est informé, puisse établir en 2025 une liste de personnalités en les traitant de génocidaires et qu'il faut les boycotter, en quoi, est-ce qu'on boycotte de quoi? C'est quand même très étonnant, c'est dire le niveau, j'allais dire un peu de folie, de déséquilibre, de manque de perception des réalités dans une période de tension épouvantable où justement la crispation atteint à un moment donné certains niveaux tragiques. Un prof d'histoire, il est là pour enseigner l'histoire, il est pas là pour la créer, pour la susciter, et ni pour appeler à des comportements qui peuvent finir très mal. Quand on lance comme ça, quand on dit quelqu'un génocidaire à boycotter, génocidaire, ça veut dire qu'il a participé à un génocide, à des crimes. Voilà. Donc je pense que évidemment les réponses
des pouvoirs publics sont très claires et de l'éducation nationale, mais que l'on puisse observer et constater ce genre de phénomène aujourd'hui en 2025, il n'y a pas que ça qui nous perturbe et qui nous désole quelquefois, mais là quand même il y a certains sommets sont atteints quelquefois et ça nous laisse pantois. On peut aussi rappeler que Fabrice Balanche, professeur à l'Université Lyon 2, avait été viré de ses cours par des étudiants pro-Palestine au mois d'avril, donc ça ne va pas fort dans cette université. Dans un sens, dans l'autre, ça tourne pas rond. Et pendant ce temps, à Rennes, un professeur a été menacé de mort le mois dernier pour une raison qui devient malheureusement presque commune. Oui, c'est le directeur de l'école des Cloteaux, dans un quartier du sud de Rennes, menacé de mort par une famille. On reproche à cet enseignant, il est chef d'établissement. Donc, oui, il s'occupe des jeunes élèves, des petites filles qui, voilà, s'il faut les conduire vers les toilettes ou, je sais pas, pour leur sécurité, pour leur confort. En tout cas, s'occuper comme on s'occupe des enfants, que ce soit des petits garçons ou des petites filles. Un chef d'établissement, il est là pour accompagner ses élèves, les guider, les aider. Voilà. Et cette famille n'a pas du tout apprécié que ce chef d'établissement homme puisse s'occuper des petites filles. On part tout de suite dans des considérations absolument démentes et c'est allé jusqu'à la menace de mort. Réaction immédiate non seulement des familles mais des citoyens, et il y a eu une manifestation assez massive qui a eu lieu à Rennes pour protester contre ce genre de dérive. Enfin, je vais pas rafter de mauvais souvenirs dans l'éducation nationale de ces héros qui ont été victimes jusqu'au prix de leur vie pour avoir exercé leur fonction d'enseignant de la République dans le cadre de l'éducation nationale. Et là, c'est un chef d'établissement, il s'occupe de ses enfants et de ses élèves parce que c'est son métier, c'est son obligation, c'est son devoir, et il se prend des menaces de mort pour ça. Là aussi, à nouveau, un malaise de plus. Ce pays ne va pas bien. La France est dans tous ses états. Là, je peux vous dire qu'elle est dans un très mauvais état. Alors Maude, une histoire saugrenue. Une voleuse s'est miraculeusement repentie parce qu'elle avait été tout simplement dénoncée par sa victime. Et l'histoire pourrait inspirer d'autres patrons de magasins. Ça s'est passé à Caen la semaine dernière dans un Carrefour City. Le 20 novembre, le gérant du magasin découvre sur les vidéosurveillances une femme volant un Kinder à la caisse. Alors c'est un petit vol, me direz-vous. Le problème, c'est que c'est tous les jours. Alors le gérant a décidé de passer un cap. Il a appelé la police? Non. Non. Il a fait appel à une société de vigile. Non plus, mieux que ça. Moins cher et apparemment plus efficace. Le gérant du Carrefour City a tout simplement fait des captures d'écran, des vidéosurveillance où l'on aperçoit les voleurs, puis les a diffusées sur Facebook avec ce commentaire, je le cite: « Aujourd'hui déjà 2 vols au magasin, bière et viande pour la dame en photo, Kinder pour une autre personne. On les attend pour rembourser, puis être interdit 1 an. Vous volez, je vous affiche, et en plus vous êtes interdit de magasin. À qui le tour? Marre de faire autre chose que notre travail. » Maude, sincèrement, est-ce que vous pensez que c'est ça qui a fait peur aux voleurs? Grâce au relais et au soutien du collectif Ras-le-Vol, oui. Le principe de ce collectif, c'est d'afficher publiquement les voleurs présumés pour ensuite les bannir du magasin et faire pression pour qu'ils remboursent. Et ça n'a pas manqué. Dès le lendemain, une famille prend contact avec le commerçant et avec le collectif. L'un des voleurs mis en cause est mineur. Il a donc rédigé une lettre d'excuse et a fourni un dédommagement au magasin. Quant à la femme qui avait volé le Kinder, elle est également venue, dit-elle, régler son oubli. Le collectif a donc retiré l'image du mineur afin de respecter la législation en vigueur, bien sûr, tout en revendiquant l'efficacité de sa méthode. Ras-le-Vol, le collectif, avait d'ailleurs publié une enquête en 2024, Perico, révélant que 8 commerçants sur 10 avaient déjà été victimes de vol. Alors, je vais vous donner lecture de la lettre, du petit mot qui a été écrit, mais c'est un délice. Bonjour, je tiens à m'excuser sincèrement d'avoir volé j'aurais du mal à lire, c'est Kinder dans votre magasin. C'était une erreur de jugement et je regrette mon geste. Je comprends que ce comportement n'est pas acceptable et je vous assure que cela ne se reproduira plus. Merci de votre compréhension. Bonne journée. Cordialement. Il n'y a pas une faute de français. Alors on imagine que les parents étaient derrière. Mais même si ce petit mot a été dicté, mais c'est bien. C'est touchant. C'est de l'éducation. Voilà. Faut leur taper sur les doigts. Si à chaque fois qu'un voleur ou quelqu'un qui fait une bêtise s'excusait comme ça, en plus par écrit, avec de sa main, voilà, elle aurait pu envoyer un tweet ou quelque chose d'électronique. Elle écrit de sa petite main, l'écriture. C'est bien, à l'ancienne. À l'ancienne, l'écriture était touchante, voilà. Donc, voyez, ne perdons pas espoir. Voilà, quand il y a des bêtises, faut gronder. Alors, c'est vrai que
je crois que c'est interdit d'afficher des visages. Oui, on n'a pas le droit, c'est pour ça qu'ils ont retiré ensuite. Ça fait un peu ça fait le pilori, hein. C'est, un pilori gentiment mené quand on en a alors l'association s'appelle Ras-le-Vol, hein. Ras-le-Vol, ouais, c'est bien trouvé. Et c'est sur Facebook. Ils en ont ras-le-vol, j'ai envie de dire autre chose, mais enfin, ils en ont, pour l'instant, on va se contenter du vol, ras-le-vol, et les petits forfaits, les petits bandits, les petits coquins, hein, qui ont pas volé l'orange, comme dans la chanson de, il a volé l'orange du marchand, ils ont volé des Kinder, voilà. Et puis, il a envoyé un petit mot d'excuse. Moi, ça me bouleverse. Ça laisse une lueur d'espoir, vous voyez. Mais, comme quoi, faut faire preuve de fermeté, ma chère Maud. Le geste initial, c'est le vol, quand même, hein. Voilà. Non, mais c'est mignon, hein, ça termine bien. Mais espérons que ça se reproduira souvent, si ça doit se finir comme ça. Oui. Et puis une permission de sortie a été accordée à un détenu pour une raison qui peut surprendre. Alors oui, c'est dans une prison du Nord, un détenu, narcotrafiquant, condamné, qui bénéficie, en fonction de la décision du juge d'application de la peine, d'une sortie pour une réinsertion dans le travail. Disons que ça tombe mal. Ça tombe très mal. Les narcotrafiquants sont aujourd'hui au cœur d'un grand émoi national après les tragédies de Marseille, hein, les deux assassinats, le grand frère et le petit frère. Et on a vu la mobilisation, j'allais dire, nationale. Et là, on apprend qu'un narcotrafiquant va sortir de prison pour une réinsertion par le travail. Alors, on n'a rien contre la réinsertion. Au contraire, c'est fondamental. Et on sait que les systèmes pénitentiaire français est très sensible à ces réinsertions et que ça donne souvent des résultats positifs. Mais là, quand même, ça tombe très mal. Du coup, Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, s'est indigné, carrément. Il a demandé à Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, de faire en sorte que ce détenu qui sort en permission de réinsertion soit surveillé, même si la police n'a pas à le faire. Voilà, il a demandé des garanties pour qu'il n'y ait pas de risque d'évasion. Et puis le garde des Sceaux, du coup, va étudier une proposition de loi qu'il va soumettre au Parlement, prévoyant que le juge d'application des peines, dans certains cas, soit un magistrat spécial, donc une institution nouvelle au niveau des magistrats, pour s'assurer que lorsqu'il y a une autorisation de sortie provisoire, une libération provisoire, elle soit décidée par des magistrats, voilà, qui ont une compétence très précise et une autorité très précise pour qu'il n'y ait pas de bévue, puisqu'on sait qu'il y a eu quelquefois des évasions. Le comble, c'est qu'il y a eu une évasion la semaine dernière, ou il y a 10 jours à peu près, et qu'il me semble que le détenu n'a toujours pas été retrouvé. Oui, il est peut-être en train d'écrire un bouquin sur sa détention. Ma chère Maud, merci d'apporter cette précision, mais c'est que on parle pas de supposition ou d'extrapolation. Ce sont des faits réels, hein. La liberté provisoire ou les sorties se finissent pas forcément comme prévu au départ. Donc si le garde des Sceaux et si le ministère de la Justice veut recadrer un petit peu cette institution de juge d'application des peines pour que la justice soit bien appliquée, c'est tout. On veut pas punir en plus ou en moins, c'est juste que la justice soit bien appliquée et que l'ordre républicain soit maintenu conformément au droit qui fait l'honneur de cette République. Allez, vous restez bien avec nous. L'intelligence artificielle va-t-elle influencer notre vote ? Vous avez peut-être déjà posé cette question à ChatGPT. Dis-moi pour qui je dois voter. Eh bien, vous le ferez peut-être en 2027. Qui sait ? On en parle dans un instant avec Arnaud Benedetti, qui est notre invité. On est ensemble jusqu'à 14h. N'hésitez pas à réagir au 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Aux prochaines municipales, aux prochaines présidentielles, je vais vous dire ce qui va se passer. De plus en plus de nos compatriotes, ils vont aller sur leur IA, sur leur agent IA, et ils vont dire pour qui je dois voter. Et là, on va rentrer, je vais vous le dire, dans un autre monde. Parce que moi, je ne sais pas ce que ChatGPT va recommander de voter. Ce que je sais, c'est que les gens qui possèdent ChatGPT, en tout cas les intérêts qu'il y a derrière, je ne suis pas sûr que ce soit des intérêts démocratiquement neutres ou totalement alignés avec les intérêts de la France. Pour qui dois-je voter en 2027 ? Cette question, vous ne l'avez peut-être pas encore posée à ChatGPT, mais si vous êtes indécis ou déçu du prochain casting, vous pourriez y avoir recours et confier votre vote à l'intelligence artificielle. C'est en tout cas ce que craint Emmanuel Macron, comme vous venez de l'entendre, qui souhaite lutter contre ces dérives. On en parle avec le rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, que vous connaissez bien ici sur Sud Radio, Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Je suppose que votre emploi du temps est très chargé depuis quelque temps.
vous êtes très sollicité, et comme vous êtes compétent en tout, vous êtes un peu le couteau suisse de la politologie française, et ben même sur cette question-là, voyez, j'ai pensé que c'était à vous qu'il fallait que je pose la question sur l'intelligence artificielle. Mais tout de suite avant, juste un mot, parce que vous êtes évidemment très très impliqué. Je ne sais pas si Boualem Sansal a été libéré grâce à l'action du président de la République fédérale allemande, du président de la République française. Voilà. En tout cas, vous et le comité, vous avez eu un rôle essentiel et fondamental. Vous avez vu l'entretien qu'il a accordé à France 2 et ce matin sur France Inter, émouvant, touchant. C'est vraiment une personnalité immense, d'une immense humanité. Je me suis juste étonné tout à l'heure dans mon humeur du fait qu'il ait, entre guillemets, taclé Bruno Retailleau. Je me suis trompé, il faut pas s'inquiéter, ou il y a peut-être un petit... Vous savez, moi je l'ai trouvé... Alors vous savez, d'abord il l'a dit, il s'est exprimé, il a quand même des contraintes qui pèsent sur son expression, liée notamment au contexte de la relation diplomatique franco-algérienne, et surtout du fait qu'il y a encore le cas en instance... et on espère qu'il sera réglé très vite, de Christophe Glaise en Algérie. Voilà. Donc évidemment, ça limite son expression. Il a été, il faut le dire, plus équilibré que veulent bien le laisser entendre certaines reprises de presse concernant Bruno Retailleau. Je suis d'accord. Il a dit en effet peut-être que ça avait à un moment donné joué un rôle de manière négative entre guillemets, mais il a dit de toute façon, le pouvoir algérien saisissait n'importe quel prétexte pour s'opposer à ma libération, et qu'en l'occurrence, de toute façon, la voie dite de la diplomatie de réserve ou de la diplomatie de retenue ne fonctionnait pas pour autant, et que M. Barrot se retrouvait dans la même situation. Donc je crois qu'il faut quand même prendre avec la plus grande prudence et l'interpréter comme il se doit les propos de Boualem. Moi, je l'ai trouvé quand même, pour quelqu'un qui était sous contrainte d'expression, assez libre dans son expression. Et le fait déjà qu'ils nous disent qu'il est sous contrainte d'expression est déjà une forme de liberté. Message reçu. Et on partage votre émotion. Merci. Parce que ça a quand même été un témoignage très fort. Vous avez vu la sérénité du personnage, la grandeur d'âme. Il sait ce qu'il veut, et le courage. Parce qu'on voit bien qu'il va renoncer à rien. Je pense que... Oui, puis sa parole va de plus en plus se décanter au fur et à mesure du temps. Bien sûr. Voilà. Donc, Arnaud Benedetti, j'allais vous dire, c'est déjà difficile de décrypter la vie politique électorale française, de faire des projections, vu la configuration de notre Parlement, de notre Assemblée nationale, la dislocation du paysage politique français, et maintenant on a le président de la République qui nous dit ouais, mais attention, c'est pas fini. Aux prochaines élections, il y a peut-être des gens qui vont demander à ChatGPT pour qui il fait voter. Alors, je crois qu'il y a eu quelques démentis en disant non, ça se fera pas comme ça. Pour autant, vous convenez que c'est un élément de complication supplémentaire à l'analyse de la vie politique française. Oui, enfin, moi, si vous voulez, quand je regarde la sociologie électorale, c'est que la détermination du vote, quelle qu'elle soit, elle se fait en fonction de la situation personnelle de chaque électeur. Et ce sont souvent quand même des déterminants sociaux, économiques, qui vont à un moment donné orienter le vote. Alors, bien évidemment, dans tout processus électoral, les jeux d'influence ont toujours existé. Depuis que le suffrage universel existe, c'est-à-dire depuis 1848, on voit qu'il y a des acteurs d'influence qui, à un moment donné, vont peser sur le vote des individus. Lisez d'ailleurs, c'est très intéressant, la première élection au suffrage universel direct des députés. Lisez les mémoires de Tocqueville. Les mémoires de Tocqueville sont très intéressantes. Ils montrent comment, finalement, les électeurs sont encadrés à l'époque par, en fait, les réseaux qui sont les réseaux nobiliaires de l'époque, et qui font d'ailleurs que la première Assemblée nationale, élue au suffrage universel, on verra des gens qui sont socialement, en effet, plutôt, je veux dire, appartenant à des catégories élevées de la société française. Il y a une reproduction sociale qui se fait à travers le vote. Sûr. Ça a toujours existé. Alors maintenant, moi, si vous voulez, je suis toujours très surpris de ce discours qui consiste à imputer la responsabilité d'un certain nombre de dysfonctionnements qui sont considérés comme des dysfonctionnements électoraux, mais qui sont en fait des dysfonctionnements de la société, à, j'allais dire, soit les réseaux sociaux, soit l'intelligence artificielle. J'ai beaucoup de mal avec ce discours, parce que considérer que, par exemple, les réseaux sociaux vont quelque part jouer un rôle déterminant dans l'élection, d'abord, c'est faire fi de l'autonomie des individus quand même, et moi j'ai plutôt tendance à penser que l'autonomie des individus est quelque chose d'extrêmement important, et c'est de considérer que les réseaux sociaux sont le problème alors qu'ils ne sont que le syndrome ou que l'expression
d'un problème. Donc, on voit bien que là, il y a un discours qui se met en place et qui est très fortement, j'allais dire, imprégnant dans la rhétorique macroniste, que finalement, on ne peut pas faire confiance dans le peuple, on ne peut pas faire confiance dans les électeurs. On y vient. Il y a une vision un peu oligarchique, voire un tantinet parfois méprisante du corps social, qui ne me paraît pas en effet être une vision qui correspond à la façon dont on doit aborder la question démocratique. Arnaud de Benedetti, je me souviens quand j'étais enfant de chœur, vous n'avez pas connu cette époque, enfin peut-être que si. J'ai été enfant de cœur. Et la vieille dame. J'ai quelques décennies derrière moi. Le dimanche matin à la messe ou le samedi soir, les personnes âgées, plutôt des femmes, venaient voir, et devant moi, monsieur le curé, pour qui il faut voter demain? C'était extraordinaire. Et alors, comme il y avait un témoin, évidemment, le curé disait, mais alors il faisait l'inventaire des candidats, mais on voyait bien que si ça avait été au confessionnal, il aurait donné un nom peut-être plus précis. Est-ce que là, si je déduis bien, si je décrypte bien vos propos, vous êtes en train de nous annoncer que s'il y avait un mauvais résultat pour la Macronie aux élections présidentielles de 2027, vous voyez dans quel sens va mon regard, on pourra, oui voilà, c'est ChatGPT, ils ont consulté ChatGPT a tenu compte de phénomènes majoritaires, et finalement, le peuple français n'a pas voté en fonction de ses convictions, de son âme et de ses engagements. Ils ont été influencés par un système, j'allais dire, numérique. Sauf que le système numérique en question, il n'est pas forcément aux mains de ceux que l'on pense, à qui on pense. Oui, déjà, il n'est pas forcément aux mains de ce que l'on pense. Mais si vous voulez, depuis quelques années, il y a le bouquin qui est d'ailleurs talentueux, de Dahan Poli sur les ingénieurs du chaos. Oui. Ce livre qui montre comment, en effet, ce qu'on appelle les formations populistes ont su utiliser les ressources numériques pour, à un moment donné, soit contourner les médias traditionnels, soit gérer leur corps de militants. Mais on a le sentiment toujours que finalement, le chaos dont on parle est le produit des réseaux, le produit de cette société numérique qui a commencé à émerger à partir du milieu des années 90. Mais c'est faire fi des causes qui sont à l'origine aujourd'hui. Et qui sont pas inventées. Et qui sont pas inventées, ces causes, on est d'accord. C'est pas virtuel, si vous voulez, le déclassement social, la dépossession citoyenne, le déclassement territorial, la fracture sociale, ce sont des phénomènes que l'on connaît déjà depuis presque la fin des années 80 et le début des années 90. Ce sont les réponses politiques qui ont été jugées insuffisantes par de grands segments électoraux qui expliquent aujourd'hui la montée en puissance de ces forces que l'on qualifie de populistes, d'ailleurs à tort ou à raison. Donc, M. Trump ne gagne pas aux États-Unis parce qu'il a utilisé les réseaux sociaux pour sa communication. Il gagne aux États-Unis parce que vous avez tout un ensemble de catégories sociologiques qui se sentent en déclassement. C'est ça le vrai sujet. Arnaud Benedetti, vous vous souvenez Arnaud Benedetti, vous vous souvenez de l'épisode sur TF1 de Papivoise pendant l'élection présidentielle de 1995, ce retraité qui avait été agressé dans la région d'Orléans. On a considéré à un moment donné que donc du coup c'est Jacques Chirac qui emporte l'élection, et on dit voilà la peur suscitée ou l'indignation suscitée par cet épisode, c'était dans le journal télévisé de Papivoise qui avait été agressé, a pu peser sur le scrutin. Est-ce qu'aujourd'hui, alors sans aller aux réseaux sociaux, est-ce que certains médias qui ont du poids ou de l'influence peuvent aussi à leur tour, on met tout le monde dans le même bain, peuvent eux aussi peser sur l'issue d'un scrutin? Oui, mais ça a toujours joué. C'est pour ça. C'est pas nouveau. Et ça fait partie, j'allais dire, la presse est un acteur politique. La presse et les médias sont des acteurs politiques. C'est presque son rôle. C'est presque son rôle. C'était déjà vrai à la fin du 19e siècle, ça a été vrai tout au long du 20e siècle. Donc ça, c'est pas un phénomène nouveau. Que le média, à un moment donné, joue un rôle d'intermédiaire qui va peut-être en effet orienter, d'ailleurs à la marge la plupart du temps, le vote, ce n'est pas quelque chose qui est fondamentalement nouveau. Par exemple, les débats télévisés, on a dit les débats télévisés vont peut-être changer le vote. Les débats télévisés, toutes les études ont montré que les débats télévisés ne changeaient pas fondamentalement le vote. Ils ne faisaient que, par exemple, entre les deux tours de la présidentielle, ne faisaient que renforcer les convictions
de ceux qui étaient convaincus. C'est à peu près, je veux dire, les enseignements que l'on tire des débats télévisés entre les deux tours d'une élection présidentielle. Donc, je crois qu'on surinvestit dans la capacité des médias et on surinvestit certainement encore aujourd'hui dans la capacité de ce nouveau média que sont les réseaux sociaux ou que cette nouvelle technologie que constitue l'intelligence artificielle, des éléments qui sont des éléments déclencheurs du vote. Arnaud Benedetti, je vais vous poser une question vislarde. Vous préférez une abstention d'un électeur qui n'y croit plus ou un vote en bonne et due forme sous influence? Moi, je préfère de toute façon que la démocratie soit une démocratie qui soit pleine de vitalité. Et le vote et l'expression du vote, c'est l'adhésion au système démocratique. Donc, il est clair que de toute façon, tout vote est quand même le produit d'un processus d'influence, quoi qu'on en dise. Et à moins d'avoir un espace public complètement, complètement neutre, ce qui n'est pas possible en démacratie, donc on aura toujours des jeux d'influence. Donc vous êtes d'accord avec Winston Churchill. M. Macron a sur les réseaux sociaux, je suis assez bien placé pour le savoir, un certain nombre de comptes anonymes qui vont d'une certaine façon... Avec des trolls. Je veux dire, pour aller très vite, qui vont véhiculer la bonne parole macroniste, parfois de manière assez agressive. Donc, je crois que malheureusement, c'est une réalité à laquelle nous sommes confrontés, mais ce n'est pas ça qui fera, la victoire électorale. Enfin, en tout cas, moi, je ne le crois pas. Merci Arnaud Benedetti pour ce témoignage. À très bientôt, parce que je sais qu'on va vous réentendre très prochainement sur Sud Radio. Merci. Vous restez bien avec nous. Nous sommes avec Jean-Michel Blanquer dans un tout petit instant. Nous serons avec lui jusqu'à 14h. Alors n'hésitez pas à nous appeler pour lui poser toutes vos questions. 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le face-à-face. Et oui, aujourd'hui, c'est un jour, tous les jours sont importants. Celui-là l'est particulièrement parce que nous avons dans le studio une personnalité politique pas hors norme, mais qui s'est distingué de la doxa générale, Jean-Michel Blanquer, qui produit un document historique, sociologique, politique, Civilisation française. C'est pas Nation ou République française, c'est Civilisation française. L'ancien ministre de l'Éducation nationale considère, à juste titre, et il le démontre avec talent et précision, que la France est aussi une civilisation et que de ce constat découle beaucoup de phénomènes et beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup d'inquiétudes. Jean-Michel Blanquer, vous dites, oui, la France est une civilisation. Moi, je vous dis vraiment. Et vous dites que oui. Elle peut cesser de l'être, ou là. Elle peut au contraire trouver une vitalité nouvelle en se reconnaissant comme telle, car elle est d'abord une idée. Et quand on a une idée, on parle d'une certaine idée de la France. Alors, est-ce que la civilisation française relève d'une certaine idée de la France que vous auriez en vous? Oui, parce que c'est une des particularités de la France d'avoir d'abord été une idée. Si vous cherchez une date de naissance de la France, c'est pas évident parce qu'en fait il y en a plusieurs, il y a plusieurs étapes. Tandis que si vous cherchez une date de naissance de l'Allemagne, vous pouvez essayer 1870 à Versailles. Galerie des Glaces à Versailles. Vous pouvez chercher une date de naissance des États-Unis, ça va être 1776, la déclaration de l'indépendance, peut-être une sorte de deuxième naissance avec la Constitution de 1787. Tandis que la France plonge au fond des âges, comme on dit. Vous dites que c'est un récit. C'est un récit. La France est une histoire, d'abord c'est un texte. Oui. Ce sont des textes. Et il faut pas... certains disent, oui, c'est un récit, donc elle n'existe pas, ou c'est une fiction, alors que c'est justement le contraire. L'être humain est fait de récits, et la France est née d'abord dans la tête des rois, si je puis dire, avec une extension progressive, une idée du territoire, une idée des frontières. Jules César avait déjà une idée de ces frontières-là, et d'ailleurs un autre Jules, Michelet, nous le dit très bien au 19e siècle. Vous le réhabilitez un petit peu. Je réhabilite Michelet parce que je pense que Michelet fait partie de ceux qui justement scandent ce récit français et qu'il n'y a rien à démythifier de ce qui a été écrit. Il y a à ajouter, parce qu'en histoire on peut toujours ajouter, mais il n'y a pas à retrancher. Et je pense surtout que la civilisation, ça vaut sur l'ensemble de la planète, c'est la couche la plus profonde d'un pays ou d'une société. Et c'est ce que nous dit Fernand Braudel quand il distingue la couche la plus superficielle, qui est l'événement. Or aujourd'hui, nous vivons le nez sur l'événement. Deuxième couche, l'époque, des périodes qui se comptent en décennies, 30, 40 ans.
Et puis, troisième couche, la plus profonde, la civilisation qui se compte en siècles et qui est mortelle, comme nous l'a dit Paul Valéry, mais qui peut aussi durer des siècles, voire des dizaines de siècles. Ça, c'est pour la notion de temps. C'est la notion de Ensuite, temps. vous faites un distinguo sur la notion espace. Oui. Local, national, international. Oui, nous sommes tous les produits à la fois de ces trois temporalités et de ces trois espaces, et le local, le national et l'international. Et ça fait un peu comme un Rubik's Cube, si vous voulez, deux fois trois couches, si vous voulez. Et ce qui parfois nous effraie dans les temps actuels, c'est que ce Rubik's Cube, c'est accéléré, c'est-à-dire il bouge dans tous les sens et on voit pas la cohérence. Et or, cette cohérence, elle existe, elle est dans notre socle civilisationnel, et je pense qu'on doit en retrouver la sève, parce que c'est ça qui créera la qualité de vie, le bonheur et la pérennité de notre société et de ses enfants. Idée fondatrice de l'ouvrage, vous dites, c'est l'État qui fit la nation. Vous dites pas que ça, hein. Bien sûr. Plein de choses formidables. Faut vraiment lire ce livre, édité chez Albin Michel. Et je vous disais, quand vous êtes rentré tout à l'heure, si entre guillemets la classe politique et la Macronie l'avaient lu avant, vous me dites, ça fait longtemps que j'y pense. Peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est un aspect de notre échange sur lequel on va revenir. Je vais faire un peu de politique politicienne avec vous, parce que je sais que vous aimez ça. C'est l'État qui fit la nation. Où situe la nation, Jean-Michel Blanquer, avant ou après la civilisation? L'appartenance à une entité éthique et culturelle dispense-t-elle d'une conscience d'appartenir à une communauté de destin? Non, il faut en effet appartenir à une communauté de destin qui s'appelle la nation, et qui là aussi prend une forme particulière dans le cas de la France. Dans le cas de la France, il y a une relative coïncidence entre nation et civilisation, puisque d'une certaine façon, la nation, ça s'affirme notamment après la Révolution française, c'est la fameuse nation de Valmy. Bien sûr. Et donc c'est un peu l'appropriation par le peuple de quelque chose qui a été fabriqué au cours des siècles par la construction monarchique. Et cette construction monarchique, elle a été porteuse de civilisation. Il y a eu quelques nuances de nation, on va dire, avec Philippe le Bel, Jeanne d'Arc, Louis XI, François Ier. Ce sont des esquisses. Hein. Ce sont des esquisses. Mais vous savez, Tocqueville a très bien montré qu'il y avait plus de continuité que de rupture entre l'Ancien Régime et la Révolution. C'est-à-dire, bien sûr, il y a des ruptures, et des ruptures importantes, comme l'abolition des privilèges, la Déclaration des droits de l'homme, etc. Mais ce que montre très bien Tocqueville, c'est que la Révolution parachève l'œuvre des rois. C'est-à-dire qu'elle crée définitivement, finalement, la nation par l'État. Et c'est pour ça qu'on doit être toujours très attentif à l'autorité de l'État dans notre pays. Et puis, Fernand Braudel, encore lui, nous montre, après Tocqueville, donc il arrive un siècle et demi plus tard. Braudel en ce moment, vous avez vu, parce qu'il faut jamais oublier que Tocqueville est un auteur essentiel du 19e siècle, Braudel est un auteur essentiel du 20e siècle. Et Braudel, parlant du 19e siècle, nous dit que les chemins de fer d'une part et l'école publique gratuite, laïque, obligatoire pour tous, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, sont les éléments de parachèvement du projet national, et qui ensuite devient un socle, et nous sommes les héritiers de ce socle, à nous de le porter plus loin. Sans vouloir vous flatter à l'excès, mais je me suis noté à un moment donné en lisant, et j'ai dû relire certains chapitres pour bien les décrypter. Votre ouvrage, c'est du Renan et du Braudel revu par Montesquieu et Tocqueville. C'est un peu la synthèse de cadre, parce que Renan aussi est important dans votre approche. Alors, vous me faites plaisir, acquis humain, comme le dit Marcel Mauss, ou terre patrie, comme le dit Édouard Morin, pour la civilisation française? Alors, ni l'un ni l'autre, parce que ces deux définitions valent pour la civilisation humaine. Non, je ne les rejette pas. Simplement, ces deux définitions valent pour la civilisation humaine. Ensuite, la civilisation mondiale, qui existe aussi. C'est-à-dire, nous appartenons tous à une civilisation humaine, fort heureusement. La découverte du feu, la découverte de l'écrit, la domestication, tout ça, ça a été des grandes étapes de ce qu'on peut appeler la civilisation humaine, l'humanisation. Et au XVIIIe siècle, on invente le mot civilisation pour dire quelque chose qui veut dire s'élever, qui veut dire comme civilité le fait de se respecter soi-même et de respecter les autres, c'est-à-dire d'être finalement exigeant avec soi-même et exigeant collectivement. Et c'est ça la civilisation, c'est finalement par le langage, par les coutumes, par le droit, par toute une série d'éléments, éviter la barbarie et chercher au contraire à avoir une forme d'excellence collective. Et parfois, on s'en éloigne, mais dans notre histoire, nous avons su parfois nous hisser de cette façon. Alors, vous dites civilisation, quand on pense à civilisation, l'enseignant que vous avez été et le ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui, et c'était le thème de la Constitution européenne, on avait reproché de ne pas avoir précisé qu'on était dans une civilisation helléno-judéo-chrétienne. C'est quand même bien, vous dites la Méditerranée, c'est quand même bien la matrice de cette civilisation. Elle puise quand même ses fondements, en tout cas philosophiques, dans la philosophie grecque reprise par les Romains, et ensuite dans la conception de l'État et de la nation à travers ce que l'Empire romain fait de la France. Les paysages aujourd'hui, il y a un chapitre sur les territoires qui est essentiel.
lequel les territoires ont été façonnés et définis par Auguste du temps des Romains. C'est cet héritage qui aujourd'hui fait la civilisation française. Bien sûr, tous nos paysages traduisent une main de l'homme et des mains parfois très anciennes. Bien sûr, nous avons deux grands courants qui sont fondateurs de ce que nous sommes, qui sont le courant judéo-chrétien d'une part, gréco-latin d'autre part, et c'est cette convergence qui d'une certaine façon a fait la France. Bien sûr, il y a d'autres apports aussi. On est vraiment à la synthèse, je pense. Oui, bien sûr, et c'est ce qui a fait la force de notre langue, la force de notre culture, la force de notre élan vital, et il est très important de se nourrir à cela. Avec une capacité. Jean-Luc Mélenchon parle de créolisation, mais elle a toujours existé. La civilisation gallo-romaine, c'est une formidable créolisation, avec une intégration de la culture romaine, et même les invasions barbares dont on se dit mais c'est une plongée dans la nuit, il en résulte quand même quelque chose. Et c'est l'ensemble de ces strates qui se sont créolisées au fur et à mesure de l'histoire de France qui fait qu'aujourd'hui la France est une nation exceptionnelle. Oui, tout à fait. Alors on peut utiliser les mots et en faisant attention à leur sens, c'est-à-dire l'intégration, le creuset. Le creuset républicain, c'est la bonne, je trouve la bonne formule pour notre temps, et d'une certaine façon l'intégration, c'est-à-dire le fait que oui, la France est tout à fait capable d'intégrer des apports divers, que ce soit des apports de population ou même des apports culturels, par exemple dans le domaine du langage, dans le domaine de la gastronomie, dans le domaine de la vie culturelle, etc. Et elle est capable de fabriquer de bons Français à partir d'enfants qui sont nés en France ou qui peuvent être nés hors de France. Le tout, c'est que ce soit fait dans de bonnes proportions par l'école, tout à fait. Mais après, il le faut. Si les flux migratoires sont trop importants, on n'y arrive plus. C'est un peu ça le problème. Donc le sujet n'est pas tellement cela, parce que je pense que finalement, il peut y avoir une forme de consensus national sur le fait que, bien sûr, il y a un creuset républicain et que l'école joue le rôle central. La question, c'est de savoir de quelle façon, avec quelle qualité, pour que ce soit dans l'intérêt de tout le monde. Vous restez avec nous parce qu'on est avec Jean-Michel Blanquer qui a écrit Civilisation française et qui décrypte quelque part à travers cet ouvrage. On a beaucoup d'explications sur les mots qui nous bouleversent et en même temps sur les espoirs que suscite cette analyse sur cette vision de la France. À tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Jean-Michel Blanquer, vous savez, l'excellent ministre de l'Éducation nationale que nous avons eu, que beaucoup regrettent, et qui a écrit, conséquence de tout ça, il a réfléchi, il a écrit Civilisation française, qui est un message très fort, civilisation française. Ça dit ce que ça veut dire, il est avec nous sur Sud Radio et nous discutons, alors non pas à bâton rompu, mais à bâton fleuri, parce que tout ce qui est dit est beau, et on essaie quand même d'aller au fond des choses, parce que ce livre soulève beaucoup d'interrogations et suscite des espoirs. L'idée de Marc Bloch, écrit Fernand Braudel, c'est ce qu'on met dans mon livre, est de replacer la civilisation française dans le cadre européen sans omettre la diversité des composantes des particularismes de la France. C'est vrai que la France, cette civilisation est à deux visages. Il y a le grand État-nation et en même temps vous expliquez, attention, ce grand État-nation n'est rien si on ne tient pas compte de la subtilité des mosaïques culturelles, géographiques, territoriales. Oui, la grande patrie est faite de petites patries et c'est bien pour ça qu'il a fallu un État-nation assez fort pour assembler tout cela. Et ça a toujours été la dialectique française bien particulière, dont les rois, depuis au moins Philippe Auguste, étaient parfaitement conscients. C'est-à-dire que, d'où le fait d'ailleurs qu'ils ont souvent joué le peuple face au baron. Et d'où le fait que l'histoire de France peut être lue presque uniquement de cette façon-là, c'est-à-dire la tension entre centre et périphérie, mais au bénéfice des deux, si je puis dire. L'instant civilisationnel apparaît quand? Alors, il n'y a pas de moment précis, mais il y a un moment donné, on va dire que c'est le début de l'arrivée des Capétiens, plutôt Louis XI, plutôt François Ier, où il n'y a pas vraiment de moment. C'est les textes Est-ce que la chanson de Roland est un acte fondateur? Oui, je pense que c'est vraiment un continuum avec des moments qui, alors évidemment, parfois sont reconstruits un peu rétrospectivement, mais qui néanmoins scandent quelque chose d'un récit français. La chanson de Roland en est un bel exemple, ce qui fait qu'on peut faire à la fois Chrétien une histoire... de Troyes, Villon, enfin voilà, les vieux textes. Il y a une histoire culturelle de la France, il y a une histoire économique de la France, il y a une histoire politique de la France, qui s'enchevêtrent, qui font comme une tresse française. Rabelais, on est dans la civilisation française. Bien sûr, Rabelais, on est au cœur de la civilisation française. Bien sûr. Nous sommes le pays qui est le plus bâti par ses écrivains. Et tout à l'heure, je citais la Pléiade.
La Pléiade, on l'oublie parfois, mais ça arrive donc très peu de temps après l'ordonnance de Villers-Cotterêts de François Ier. Bien sûr. Et c'est vraiment des écrivains. Le français comme langue obligatoire du Royaume de France. Exactement. À partir de ce moment-là, le français, à la place du latin, devient la langue du Royaume. C'est donc un acte d'autorité qui vient d'en haut et qui est un acte de civilisation par excellence. Mais vous avez aussi très peu de temps après... Au détriment de la langue régionale avec laquelle vous n'avez pas toujours été sympa. Je me souviens d'une petite... Non, c'est pas exactement ça. Je vais en parler. Non, je suis pour les langues régionales, mais pas n'importe comment. Et je m'en expliquerai si vous voulez. Mais et donc après l'ordonnance de Villers-Cotterêts, peu de temps après, vous avez Du Bellay avec sa fameuse défense et illustration de la langue française, et vous avez le mouvement dit de la Pléiade, qui est magnifique à voir parce qu'il illustre ce que vous disiez, c'est-à-dire le volontarisme des écrivains. C'est-à-dire une bande d'écrivains, si je puis dire, qui dit, au fond, on va hisser la langue à un niveau d'excellence civilisationnel. Faire de la langue française quelque chose qui soit digne du latin et qui puisse être une langue de littérature et donc une langue par laquelle tous les Français vont s'élever. Et ce volontarisme, c'est comme après la création de l'Académie française par Richelieu, etc., montre bien que il y a toujours eu une idée de la France et une volonté qui ensuite rencontre un écho dans la population, et c'est ça qui fait la nation française. Vous dites Napoléon conquiert la Russie, ça c'est un acte politique, j'allais dire dans le temps et dans le mouvement, mais quand il fait le code civil, il participe de la civilisation française. C'est ça. Et quand on vit dans ces moments-là, il y a des événements qui paraissent particulièrement importants. Mais en réalité, c'est comme aujourd'hui, si vous voulez, en réalité, derrière les événements, il y a des choses en profondeur qui sont beaucoup plus importantes que ce dont on parle. Et l'exemple typique, c'est ça. C'est-à-dire, évidemment, que l'invasion de la Russie par Napoléon, c'est un événement très très important. Néanmoins, quand on rappelle que c'est la France, pour l'instant, que c'est la France qui a envahi la Russie jusqu'à présent. Ils sont revenus ensuite, après 1814. Oui, ça reste une référence pour certains. Et donc, là, le fait est que, lorsqu'il promulgue le Code civil, là, il fait un acte civilisationnel, ne serait-ce que d'ailleurs parce que ça va avoir un impact très au-delà de la France. Et le traité de Moscou sur l'Académie française. Enfin, même chose. Autrement dit, conclusion de cela, on peut faire des actes politiques qui ont un impact civilisationnel. Il n'y a pas quelque chose d'étanche entre l'événement, l'époque et la civilisation. Et d'ailleurs, ça marche en bien comme en mal. On peut aussi faire des actes politiques qui sont destructeurs de civilisation. Quand un dictateur comme Ceausescu décide de détruire une partie de Bucarest pour faire des immeubles très laids à la place, il tue de la civilisation. Vous dites, la civilisation française, Jean-Michel Blanquer, la civilisation française, elle peut cesser de l'être. Quelle est la menace qui pèse aujourd'hui concrètement sur ce qu'est ou ce qui reste de la civilisation française ? D'abord, le principe même d'être mortel est posé de manière évidente. Il y a la fameuse phrase de Paul Valéry, nous savons que maintenant que les civilisations sont mortelles. Et bien sûr, nous avons d'illustres exemples dans le passé. La civilisation égyptienne était une splendeur, elle est néanmoins morte. La civilisation romaine aussi, donc la nôtre peut parfaitement s'éteindre, il faut en être conscient. Et généralement, la démographie est un signal de ça. C'est pour ça que le fait que notre démographie soit des bébés, négative, oui, je considère, si vous voulez, on a 1,7 enfants par femme aujourd'hui en moyenne en France, c'est beaucoup trop peu par rapport au 2,1 qui permet le renouvellement. Et quand on fait des enquêtes auprès des femmes de France, et ça c'est l'élément d'espoir, le désir c'est 2,3. Donc ce serait un acte démocratique profond que de réussir à ce que les femmes françaises puissent avoir les enfants qu'elles veulent avoir. Et ça féliciterait le paiement des retraites, je pense, indirectement. C'est la première des réformes des retraites, c'est celle-là, c'est évidemment celle-là. Même si je viens abondamment sur ce point après, mais dans le livre, mais en tout cas, c'est cela. Et donc, la démographie est un élément essentiel. Et puis, il y a quelque chose qui concerne toutes les civilisations aujourd'hui, qui est ce qu'on peut appeler l'américanisation du monde, ou en tout cas et qui ne concerne pas que les États-Unis, et qui est le fait que nous sommes rentrés dans une civilisation scientifique et technologique qui peut écraser les particularités. Et donc ça, c'est évidemment un sujet civilisationnel. Il y a bien sûr les mouvements migratoires, qui s'ils sont trop forts, peuvent empêcher une civilisation d'être ce qu'elle est. Et évidemment, là aussi, le phénomène n'est pas que français, puisqu'on est rentré dans une période mondiale où il y a beaucoup de migrations, notamment du fait des changements climatiques. Il faut donc regarder ces choses-là avec lucidité, à certains égards les dépolitiser et les repolitiser. Les dépolitiser au sens où c'est dommage que ce soit parfois des thèmes mal regardés, mal étudiés parce que objet de lutte politicienne, alors même qu'il faut les repolitiser au sens où il faut avoir une politique de civilisation qui soit lucide sur ces très grands enjeux structurels
qui valent pas pour l'année prochaine, mais pour les décennies prochaines, si vous voulez. Alors, vous les pointez, les dangers de la civilisation, notamment de ce qu'est la civilisation française dans ses fragilités. Moi, je vous pose une question. Est-ce que le néolibéralisme financier ne rêve-t-il pas finalement, qui est la source de tous nos maux aujourd'hui, d'une grande civilisation mondiale, civilisation du marché, autrement dit le marché de Brive-la-Gaillarde, remplacé, mais à l'échelle planétaire? Est-ce qu'il n'y a pas un risque là de monétarisation de la civilisation? Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des grandes tendances profondes derrière lesquelles en réalité il n'y a personne. C'est comme des grandes vagues de l'histoire qui se présentent. De nouveau, il faut faire appel à Fernand Braudel, qui d'une certaine façon nous a fait une histoire mondiale et parfois régionale du capitalisme, et notamment dont l'une des traductions est la métropolisation du monde. Et cette logique marchande, c'est pas péjoratif de parler de logique marchande. Économie de marché. Ça fait partie de la culture, à structurer cette métropolisation du monde. Et mon propos n'est pas de dire arrêtons cela, parce qu'à la limite, c'est d'ailleurs un propos en réalité impuissant si on dit cela. C'est canalisons cela, sachons être maîtres de notre destin. Et par exemple, la métropolisation est en partie inévitable. Il y a des villes-mondes qui structurent la planète aujourd'hui. Mais elle peut se faire soit au détriment de nos petites villes, de nos villages, soit au service de nos petites villes et nos villages. Et ça fait toute la différence. Chine, ça abîme la civilisation, vous êtes d'accord? Complètement d'accord. C'est évidemment totalement une illustration de la branche, enfin de l'alternative négative dans ce que je dis. Nous avons connu des périodes où cela jouait positivement. Nous avons encore des traces de cela. Quand Toulouse est une capitale mondiale de l'aéronautique, c'est au bénéfice des petites villes où on va avoir les sous-traitants de l'aéronautique. Donc, dans ce sens-là, dès lors qu'on a une vision de la façon d'irriguer économiquement, culturellement le territoire, alors il y a quelque chose à faire, et c'est d'où le sens des propositions que je fais, déjà pour retrouver notre vocation maritime, qui a un impact énorme ensuite sur notre prospérité générale, et ensuite mieux irriguer notre territoire et retrouver une politique d'aménagement du territoire, comme il y en a eu à certaines périodes de notre histoire, notamment dans les années 60, et d'où l'idée d'une Datar Plus, de la réindustrialisation verte de notre pays, du renouveau de l'agriculture qui est absolument essentiel, puisque pas de civilisation sans les paysans, bien sûr, qui sont à l'origine même de la civilisation française. Et donc cette approche, c'est celle qui nous permettrait d'avoir une sorte de nouvel élan de civilisation. Ce qui est déjà arrivé dans notre histoire. Nous avons eu des hauts et des bas. Des sursauts. Et nous avons eu des sursauts. Par exemple, nous avons eu un bas démographique très fort au XVIIe siècle, après avoir été fort au XVIe, et on est reparti au XVIIIe siècle. Donc le fait d'avoir cette espèce de malaise du XXe siècle et du début du XXIe siècle en France ne signifie pas que nous sommes perdus, mais par contre maintenant il faut repartir de l'avant. Nous sommes avec Jean-Michel Blanquer, nous sommes en train de réinventer, sauver, repenser la France d'une façon pertinente et très étudiée. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Jean-Michel Blanquer, qui a écrit Civilisation française chez Albin Michel, un document de forte pédagogie. Vous avez été ministre de l'Éducation. C'est un cours d'histoire, c'est un cours de sociologie, c'est un cours de politique. Et je vous jure, amis hommes politiques et femmes politiques, élus de la nation, si vous lisez ce document, je ne dis pas que vous serez guéris ou vous serez sauvés, mais vous aurez une vision plus pertinente et plus intelligente de ce qu'il faut faire pour la France et du monde qui nous attend. Jean-Michel Blanquer, on va mettre un peu les pieds dans le plat de la politique. Je vais vous taquiner un petit peu parce que qu'est-ce que je peux vous faire comme reproche? Qu'est-ce que je vais vous dire, Jean-Michel Blanquer? En 2016, quand vous êtes engagé, vous saviez déjà beaucoup de choses de tout ça. Vous y êtes allé quand même plein de bonne foi. Je suis sûr. Aujourd'hui, on est très très loin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que pour avoir écrit la moitié de ce que vous dites là-dedans de façon courageuse sur la République, sur la laïcité, sur la souveraineté, d'autres se feraient tâter de réac, voire de facho. C'est pas un chemin de Damas pour vous êtes pas, mais quand même, vous êtes d'accord que si la Macronie avait tenu plus compte de cette approche que vous avez de la France, et vous représentez un mouvement dans la Macronie en 2017. Il y a cette ouverture, sociale, culturelle, on sent qu'elle s'en est éloignée. Pourquoi? D'abord, est-ce que c'était bien des valeurs en commun que vous aviez tous ensemble en 2017? Est-ce que ensuite il y a eu divergence ou, diversification qui fait que cette unité s'est disloquée? Alors il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Ce qui est certain, c'est que ce qui est écrit là, je l'ai toujours pensé, et d'ailleurs
personne ne peut me mettre en contradiction avec des choses que j'ai pu dire ou faire précédemment au travers de ce que j'ai écrit là. Je pense l'avoir incarné autant que j'ai pu au ministère de l'Éducation nationale. Et j'ai vraiment beaucoup cru, et je crois encore d'ailleurs, à ce qui était, à mes yeux, constitutif de ce que portait Emmanuel Macron en 2017, c'est-à-dire le rassemblement en réalité. Aujourd'hui, nous avons besoin de réunir les Français. Et il y avait dans l'idée du dépassement des clivages quelque chose de vrai et peut-être quelque chose de risqué. La chose vraie, c'est celle qu'expérimente tout président de la République une fois élu, c'est que même si vous êtes élu par la droite ou élu par la gauche, une fois que vous êtes président, il faut rassembler les Français, et ça signifie pas un centre mou. C'est le principe. Ça signifie être capable d'aller retirer dans notre sève démocratique ce qu'il faut faire de bien pour le pays. C'est normal, en tout cas il faut être dans cet état d'esprit, sinon c'est grave. Donc le fait de penser ça en amont de l'élection, et surtout de résoudre à l'époque la crise qui existait déjà, en fait la crise politique qui était déjà là en partie, me paraissait tout à fait valable, et je ne renie rien de ma participation à cela, d'autant plus que pour moi le sujet principal à mes yeux a toujours été l'éducation, et je le pense toujours évidemment, et que j'étais vraiment fier et honoré de pouvoir mener une politique de long terme, j'insiste, de long terme, pour l'éducation nationale. Et donc quand je dis de long terme, c'est que j'avais 10 ans en tête, non pas pour être moi-même 10 ans ministre, 5 ans c'est déjà beaucoup, mais c'est que 2 ministres sur 10 ans puissent vraiment mener une politique dont on a besoin, puisque les sujets éducatifs, comme certains autres sujets, mais plus que n'importe quel sujet, nécessitent une vision dans la durée, de la constance, parce que c'est pas du jour au lendemain que vous faites progresser le niveau des élèves. Il y a eu une dégradation sur une trentaine ou une quarantaine d'années. Donc c'est pas d'un coup de baguette magique que vous allez changer ça, c'est par contre en plantant quelques graines de la bonne manière au bon endroit. Ce que je prétends avoir fait, bien sûr. Ce qui vous vaut, Jean-Michel Blanquer, d'être à un moment donné en odeur de sainteté auprès de l'opinion française. Vous êtes même pressenti à un moment donné comme étant Premier ministrable. Et puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi aussi, vous allez nous expliquer, le vent tourne. Je me souviens que moi je dis pourquoi vous êtes conscient des enjeux de ce qui est dans cet ouvrage Civilisation française. Quand vous prescrivez de commencer la scolarité à 3 ans et non pas à 6 ans, c'est que vous avez compris que c'est à la maternelle qu'on réintroduit la civilisation. Et plus tôt on le fera, mieux on se portera. On est bien d'accord. Ça c'est typiquement un message civilisationnel. D'ailleurs, l'instruction obligatoire avait été portée à 6 ans par Jules Ferry. On n'avait jamais changé cet âge jusqu'à 2019. Et on l'a fait. C'était un message sur l'importance de l'école maternelle. Le contexte social n'était pas le même, c'est normal. Bien sûr. Mais c'est plusieurs choses que j'ai eu à dire ou à faire ont suscité une certaine violence des réactions, que ce soit hors de mon camp ou dans mon camp. Introduire du savoir à 3 ans, c'est pas bête. Introduire déjà du savoir dans un petit cerveau de 3 ans. Mais je me suis expliqué de cela dans mon précédent livre qui s'appelait La Citadelle. Tout à fait. Où je montre comment, si vous voulez, à un moment donné, se cristallisent des oppositions contre vous à partir du moment où vous franchissez certaines étapes. La crise sanitaire n'a pas aidé aussi, puisque aujourd'hui, pardon de le dire, mais quand on fait le bilan a posteriori, je rappelle que la France a fermé 12 semaines pendant la crise sanitaire, ces écoles. Les pays voisins, Allemagne ou Italie, c'est 38. Ça aurait pu être pire si vous n'aviez pas été là, Jean-Michel Blanquer, vous vous souvenez? Oui, je le dis. Et vous vous êtes battu pour empêcher la deuxième, voilà. Je me suis, bien sûr, c'est un travail collectif, et merci les professeurs de France d'avoir été de ce combat, et merci le président qui à l'époque, sur ce point-là, m'a pleinement soutenu. Mais en revanche, la violence que vous suscitez dans ces moments-là est extrême. Et il en reste quelque chose après. C'est un peu comme quand vous menez une guerre et puis qu'après la guerre, même si c'est vous qui aviez raison, on vous en veut de quelque chose. Et ne serait-ce que d'avoir incarné ce moment-là. Et donc mais si vous voulez, ce bilan-là, non seulement j'en rougis pas, mais je pense que je l'ai mené de la manière républicaine, avec priorité absolue aux enfants, quitte à prendre moi-même des risques politiques importants. Et je pense que c'est ça, gouverner la France. C'est-à-dire, c'est toujours avoir en tête le long terme, donc notamment les enfants, et savoir parfois prendre des coups. Et donc, pour essayer de répondre plus complètement à votre question, j'aurais aimé que le président de la République, à l'issue de tout cela, me soutienne vraiment. C'est pas ce qui s'est passé, parce que sur des sujets qu'on peut qualifier de régaliens et républicains, en effet, nous avons commencé à avoir des divergences. Et alors qu'à mon avis, je pouvais incarner auprès de lui une des dimensions de ce qu'il pouvait lui-même faire, il a souhaité arrêter avec ça. Je vais être brutal, mais comment est-ce qu'on peut avoir écrit ça, Civilisation française, aujourd'hui, avec tout ce que ça implique, tout ce que ça envoie comme message, tout ce que ça fait comme déduction, et avoir été, à un moment donné, alors vous me direz, c'est pas la même Macronie,
Quand on voit aujourd'hui ce qui est devenu la Macronie autour de ce président et ce qui est dedans, c'est antithétique. Oui, mais je fais quand même une distinction. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais je fais une distinction très forte entre le premier quinquennat et le deuxième quinquennat. Très honnêtement, sur le premier quinquennat, on peut faire un bilan avec un actif et un passif, mais l'actif est là. Il y a des choses bonnes qui ont été faites, et je considère... Aujourd'hui, si vous voulez, quand vous avez 400 000 enfants qui bénéficient du dédoublement des classes, quand vous avez ce que je viens de dire, quand on a installé devoirs faits au collège, et j'en passe, et des meilleurs. Accordé. Et puis, après, il y a aussi tout ce qui a été les informations fausses s'agissant par exemple de l'éducation. Par exemple, on a martelé que les maths et les sciences avaient été abîmés par la réforme du lycée. C'est complètement faux, et je l'ai aussi démontré dans mon précédent livre. C'est le contraire. Au moment où je vous parle, il n'y a jamais eu autant d'élèves en France en prépa scientifique. Donc, des graines d'avenir ont été semées. Le programme France 2030, par exemple, est un programme pertinent pour la France aujourd'hui. Donc il y a des choses qui ont été semées entre 2017 et 2022. Et puis, quelque chose s'est perdu. Ça s'est vu dans la campagne présidentielle de 2022, qui était une non-campagne. Et ce quelque chose qui s'est perdu, c'est, je dirais, la jambe républicaine, c'est-à-dire celle qui nous permet justement d'être rassemblés, réunis, derrière des idées simples comme l'autorité de l'État, la laïcité, le partage de la valeur par toute la nation. Tous ces sujets-là sont des clés de l'idée républicaine, et c'est ça qui peut rassembler les Français, et c'est ça qui s'est perdu. Vous dites à un moment donné que les forces qui s'avancent en souhaitant la fin du vieux monde réfléchissent à 2 fois avant de briser l'une des pierres angulaires de la civilisation humaine. Vous adressez directement à Emmanuel Macron, on est d'accord, puisque le leitmotiv de 2017, c'était que le nouveau monde allait remplacer l'ancien monde. On a vu ce que ça a donné. Non, c'est pas du tout. J'ai pas spécialement à l'esprit. Non, j'ai vraiment à l'esprit. Vraiment, vous êtes sûr ? Bon. Non, mon regard va au-delà. C'est-à-dire, je pense que il a même pas droit. Il a même pas droit à cette affiliation. Non, mais parce que non, puis en plus, si vous voulez, désormais être contre le président est devenu tellement un sport national, si vous voulez, que j'ai plus envie d'y jouer. Et vous pourriez, parce que vous avez été vraiment une des victimes injustes. Oui, c'est vrai que j'ai de ces choix politiques. J'ai quelques couteaux dans le dos, je vous l'accorde, mais néanmoins je reste en vie, et je sais faire la part des choses, et ne pas être ne pas crier avec les autres. Mais en revanche, ce qui est au-delà de ça, ce qui est très important, c'est que il y a beaucoup trop de désinvolture chez certains, et je pense par exemple aux élites technologiques, à ceux qui sont dans le monde de la tech, etc. Beaucoup trop de désinvolture par rapport à ce qui est le socle civilisationnel, et quand on fait ça, ça revient à se couper de ses racines. À l'éducation, par exemple. Quelle est aujourd'hui, en 2 mots, la grande faille de notre système d'éducation nationale? Alors vous me direz, je vais vous dire, il y en a plusieurs, mais 10 jours ne suffiraient pas. Sans revenir sur des choses que j'ai eu à affronter dans le passé. Par rapport à la civilisation. Et qu'est-ce qui fait du mal à la civilisation à l'école? Ce qui fait du mal à la civilisation, je vais vous dire très simplement, nous savons aujourd'hui, pour la France comme pour d'autres pays, notamment ceux qui ont des langages alphabétiques, que comment on entre bien dans la lecture, l'écriture et les mathématiques. Il y a des choses parfaitement démontrées. C'est basique, là. C'est basique. Ces choses-là, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour les mettre en œuvre, et c'est ce qui contribue à certains progrès du premier degré en France aujourd'hui. Parce que je tiens vraiment à le dire devant vos auditeurs, on entend tout le temps que le niveau se dégrade. C'est vrai en partie, mais pas partout, et pas à l'école primaire aujourd'hui, où il y a une espèce de début de petit bourgeon des politiques que l'on a menées. C'est petit, c'est faible, ça n'a pas été suffisamment piloté depuis 2022, mais il y a une étude, notamment, et c'est vérifié, il y a notamment l'étude Pearls de 2023 qui le montre, ou même, regardez les dernières évaluations nationales qui sont sorties il y a quelques jours. C'est contrasté, hein. C'est pas assez, ça va pas assez loin. Il y a dans certains territoires, il y a des régressions, etc. Mais quand on veut, on sait de quelle façon progresser. Et je vous dirais par exemple un exemple que j'ai, parce que je suis un ancien recteur de Guyane aussi. Tout récemment, on a mis en œuvre ces outils-là en Guyane, et on a des progressions spectaculaires. 7 points de mieux en lecture au CP, c'est énorme d'une année sur l'autre. Eh bien, on le sait. Certains pays francophones d'ailleurs qui ont regardé ce qu'a fait la France l'ont fait et progressent vite, et nous ne progressons pas assez vite parce que vous avez des résistances de terrain sur ces sujets-là, et donc ça c'est civilisationnel, parce que nous sommes une civilisation si tout le monde est à l'aise avec les savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, respecter autrui, c'est fondamental pour faire société. Eh bien, on sait comment faire, et on a commencé à le faire, on le fait pas assez vite, pas assez fort, parce qu'il y a trop d'idéologie qui est mise par certains face à cela.
On est avec Jean-Michel Blanquer, nous dissertons civilisation française avec un échange passionnant. Vous restez avec nous et on conclut parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Jean-Michel Blanquer, auteur de Civilisation française. C'est plus qu'un programme, c'est un projet, c'est une histoire, c'est une analyse non seulement de l'histoire de France, de la société française, et en même temps, un recueil de projets pour l'avenir. Vous dites, Jean-Michel Blanquer, à la fin de votre ouvrage, la question existentielle nous est posée, l'éternelle question existentielle, être ou ne pas être. Donc là, on est chez Shakespeare. Continuerons-nous à vivre à hauteur de civilisation? J'entends déjà les cris d'orfraie de certains à la seule évocation de ces mots. Ne les écoutons plus, ils sont les apôtres du déclin, et à leur façon, ils le chérissent car ils ont cessé de vouloir. Laissons-les à leur projet de néant et tournons-nous vers notre France aimée. La France était là avant nous, elle est là après nous. Il nous appartient de la redresser, loin des idéologies et des modes, en refusant autant l'immobilisme que l'agitation sans boussole. C'est en marchant l'œil rêvé à notre étoile que nous continuerons à faire civilisation. Vous êtes sacrément optimiste quand même. Nous devons l'être. C'est d'ailleurs un devoir que nous avons vis-à-vis de nos enfants. Moi, ce qui me frappe, c'est que nos enfants ne vivent pas avec des problèmes matériels plus grands que ceux que nous avions quand nous avions leur âge, en général ou en moyenne. En revanche, les discours qui environnent nos enfants sont beaucoup plus gris que ceux que nous avions quand nous étions enfants. Et évidemment, c'est une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire le pessimisme entraîne le manque de confiance en soi, qui lui-même entraîne finalement un mal-être. Et on parle beaucoup de la santé mentale des jeunes aujourd'hui. À mon avis, un des ingrédients, pas le seul, mais c'est cette espèce de sinistrose que nous entretenons à tort. Donc notre pays doit retrouver le sens de la vaillance. Vous voyez, quand vous regardez l'équipe de France de rugby, aujourd'hui ou dans les temps précédents, elle a gardé ça. Et le rugby français garde cet esprit français, par exemple, de perdre beaucoup à la première mi-temps et finalement de gagner la partie en se revigorant en seconde mi-temps. Cette vaillance française, comme dirait Albaladejo, cette capacité à être créative et cette capacité aussi à croire en soi, cette énergie, ce qui faisait l'admiration du monde jusqu'à ce que nous ne croyions plus en nous-mêmes. On doit la retrouver et nous le devons à nos enfants. Que disent les Italiens, la furia française, à la bataille de... Oui, absolument. Dès le XVe siècle, ce mot est utilisé par les Italiens parce que tout simplement ils ont vu l'énergie française dans la bataille. Et les armées de Valupier de 1793 à Valmy, c'est la même chose. Et c'est la vaillance française, bien sûr, comme les troupes napoléoniennes d'ailleurs. Et donc cette vaillance, on doit la retrouver. Encore une fois, je ne dis pas ça parce que je serais un optimiste béat qui voit pas les problèmes. Les problèmes, je les vois, ils sont énormes, et c'est ce que je décris aussi dans le livre. Vous dites que ça peut capoter surtout. Et je dis même qu'on peut effectivement, on peut périr. Le péril existe, donc je ne le nie pas. En revanche, là où est le péril, naît aussi l'espoir. C'est ce qu'a dit Hölderlin, et c'est vrai. Bien sûr. Je recevais tout à l'heure Arnaud Benedetti, puisque le président de la République s'est inquiété qu'aux prochaines élections, ça soit l'intelligence artificielle ChatGPT qui détermine ou j'allais dire incite le vote des Français. J'ai envie de vous poser une question, parce que vous abordez bien entendu la question du numérique, très importante. Est-ce qu'il y a un risque, si tout ce que vous avez évoqué sur cette perte de valeur, cette perte de repères, cette renonciation à des principes, que finalement l'IA devienne une CA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle devienne une immense civilisation artificielle. Il y a un risque potentiel ou non? Oui, comme sur tous les sujets, nous sommes à la croisée des chemins, c'est-à-dire on voit bien que ce serait en quelque sorte le pompon, si vous me permettez l'expression, l'acmé d'une tendance qui existe depuis plus d'un siècle et qui est la technologisation du monde et la disparition de l'humain derrière la technologie. Ce risque-là, il existe. L'hypothèse inverse existe aussi. Notre maîtrise de l'intelligence artificielle peut nous apporter énormément. Lorsqu'il s'agit de maîtriser des problèmes complexes,
par exemple demain le renouveau de la biodiversité sur notre territoire. Voilà un grand sujet. Moi je crois, et c'est d'ailleurs des sujets auxquels je travaille très concrètement, au fait que on peut sur un territoire donné renouveler la biodiversité, la rénover, la retrouver. Voilà un élan civilisationnel de sursaut. Eh bien, l'intelligence artificielle peut être un outil pour des choses pareilles, parce que c'est des choses très complexes qui nécessitent du calcul sur les interactions du vivant. Et donc demain, l'intelligence artificielle peut être à notre service. Et donc l'enjeu, pour le coup, c'est un enjeu français, mais c'est un enjeu mondial, universel sur la destinée humaine. Et la France doit apporter sa pierre, non seulement dans la réflexion, mais dans l'action là-dessus. De nouveau, nous ne sommes pas nécessairement à la traîne là-dessus. Parmi les meilleurs ingénieurs du monde sur l'intelligence artificielle, vous avez des Français. Vous avez une certaine façon française de voir le monde qui est adaptée au défi des temps que nous abordons. Pour autant, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Vous acquiescez à 3000% cette phrase de Rabelais. Bien sûr. Et on est en plein dedans là. Et on est en plein dedans, tout à fait. Et donc nous savons ce que sont les problèmes, nous pouvons entrevoir ce que sont certaines solutions. Encore faut-il avoir l'énergie et la volonté d'aller, c'est ce que j'appelle la charrue qui guidée par une étoile, c'est-à-dire il faut savoir pourquoi on veut faire les choses et vers quoi on veut aller. Et donc ça nécessite d'avoir un projet de société qui est un projet de civilisation. Aujourd'hui, il n'y a que les extrêmes qui proposent quelque chose comme un projet de société aux jeunes en particulier. D'où certaines dérives contemporaines. Et même si vous regardez le fondamentalisme islamiste, à sa façon, il propose quelque chose. Quelque chose nous paraît tout à fait à écarter. C'est un projet. Mais c'est un projet. Le marxisme aussi en est éteint. Le marxisme en est éteint. Des projets comme ça peuvent exister. Si on est républicain et démocrate, on doit souhaiter un projet de société républicain et démocrate qui fasse envie aux jeunes, qui disent demain ça ira mieux, et ça ira mieux parce que on va réhabiter nos villages, parce qu'on va renouveler notre industrie et notre agriculture, parce qu'il y aura de quoi faire, parce qu'on pourra fonder des familles, qu'on pourra vivre heureux en France, parce qu'on sera fier de notre culture, etc., etc. Eh bien, ce projet de société, il est possible, et d'ailleurs, il vient prendre pour le coup dans la sève. Je vous prends au mot, Jean-Michel Blanquer. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous demander si Civilisation française et votre programme politique d'une éventuelle candidature à la présidence de la République, je n'y pense pas, et ça serait trop traver votre droit. Et quelque part, vu ce que vous mettez là-dedans, si on l'appliquait, vous ou quelqu'un d'autre, ça serait pas mal. Est-ce que pour autant, ce document politique, là, il est plus seulement culturel, historique et philosophique, ce document politique, vous le mettez à disposition de toute bonne volonté, de toute femme ou homme français qui voudrait sortir cette nation et cette République pour lui redonner un côté civilisationnel? Vous êtes prêt à vous engager, à vous mobiliser? Oui, tout à fait, c'est vraiment exactement ça. J'ai fait ça pour... Donc c'est un programme, vous êtes d'accord, ça peut servir de programme? C'est un programme, il n'y a aucun doute. Ça ne veut pas dire que je suis candidat, mais ça veut dire que c'est un programme. Ça veut dire que c'est un programme d'ailleurs qui peut être pour une élection présidentielle et même un peu au-delà. C'est un programme pour 4 élections présidentielles. L'horizon fixé, il est autour de 2050. Par exemple, quand je dis que nos 2 grands ports, qui sont Le Havre et Marseille, doivent devenir des ports de premier plan européen et pouvoir faire jeu égal, voire dépasser les ports du nord de l'Europe, c'est évidemment un programme à 30 ans. Mais c'est ce qu'on était capable de faire autrefois, ce que faisait la DATAR sur l'aménagement du territoire. Et la planification. Et la planification, bien sûr. Et donc, d'où les idées aussi de retour de liberté locale forte, articulée à une vision non moins forte de l'État. Et la planification peut aider à cela. Donc la cathédrale de Chartres, il y a celui qui dit je casse des cailloux, l'autre qui dit je taille des pierres, l'autre qui dit je construis une cathédrale. Vous êtes d'accord que la pierre fondamentale de cette civilisation française, c'est l'école de la République, Jean-Michel Blanquer? Bien sûr. Et tout commence par l'enfance. Une société qui va bien, c'est une société qui mise sur son enfance. J'ai parlé de la démographie, j'ai parlé d'éducation. De façon générale, que ce soit nos choix immatériels ou nos choix matériels, comme les choix budgétaires, doivent nous amener à donner la priorité absolue à ce qui se passe entre 0 et 10 ans. Et donc ça signifie les crèches, l'école partout et avec les moyens nécessaires, la bienveillance générale de toute la société vis-à-vis de ce qui se passe pour l'enfance, pas seulement à l'école d'ailleurs, mais pendant les vacances, pendant les week-ends, que ce soit du temps intelligent, qu'on réancre les enfants dans la nature et dans la culture. Tout ça, c'est le projet d'une société aussi, et c'est possible. On sent bien que vous êtes parti trop tôt, Jean-Michel Blanquer. Je vais vous dire, je vais résumer ce titre, Civilisation française. Tout simplement, je vais vous dire, vaste programme, comme a dit le général de Gaulle. C'est un vaste programme, et on se réjouit d'avoir aujourd'hui en France des programmes qui nous permettent déjà d'échanger, et peut-être certainement à ceux qui voudront bien vous lire, pas l'apprendre par cœur, mais s'en imprégner,
des solutions, à mon avis, très pertinentes de la façon dont on peut tirer ce pays du marasme dans lequel il est plongé. Merci d'être venu, Jean-Michel Blanquer. Merci à vous. À très bientôt. Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir parce que ce qui est contenu dans ce livre suscitera certainement, j'allais dire, des interrogations auxquelles l'actualité demandera des réponses. Pour l'instant, on va rejoindre Brigitte Lahaye. Alors, c'est pas civilisation française, c'est civilisation de l'amour et des sentiments, mais ça fait partie aussi du bonheur d'être français. Merci Jean-Michel Blanquer. À bientôt.